venus nombreuses et nombreux pour assister à cette conférence sur le projet de réforme des retraites. Nous avons la chance d'avoir réussi à convier 3 collègues particulièrement spécialistes du sujet, à qui je vais laisser la parole très rapidement, mais surtout pour vous les présenter, je vais laisser la parole aux étudiantes de licence qui font partie du groupe à l'origine de ce projet, puisqu'il faut dire que ce sont les étudiantes et les étudiants de Paris 2 qui ont souhaité organiser une conférence sur la réforme des retraites. Et donc, nous avons, avec le soutien du CERSA, aidé à l'organisation de cet événement, mais c'est à elle que revient l'idée initiale, et donc je les laisse vous présenter nos invités pour ce soir. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous. D'abord, je tenais aussi à remercier les autres personnes qui ont participé à l'organisation de cette conférence, que ce soit les professeurs ou les autres étudiantes et étudiants, notamment ceux de Salles Obscures qui sont présents pour permettre la diffusion de cette conférence plus tard. Et je vais commencer par vous présenter l'un de nos invités, qui est monsieur Bruno Palier, directeur de recherche du CNRS auprès du Centre d'études européennes et de politique comparée de Sciences Po. Ces recherches portent notamment sur les réformes des systèmes de protection sociale, aussi bien en France qu'en Europe. Et d'ailleurs, récemment, il a publié un ouvrage intitulé Réformer les retraites, c'est d'actualité, qui a été publié en 2021 et est disponible aux presses de Sciences Po. Enfin, actuellement, il co-dirige un projet intitulé World Politics of Social Investment, d'actualité aussi. On vous remercie pour votre présence et je vais passer le micro à ma camarade qui va présenter nos 2 autres invités. Nos 2 autres invités, il y a aussi Mickaël Zemmour, qui est maître de conférence en économie à Paris 1, qui co-dirige l'axe politique socio-fiscal de l'IEP. Ses recherches ont notamment porté sur les économies politiques du financement de l'État social et de l'évolution des cotisations sociales dans le financement de la protection sociale. Et il s'est fait aussi connaître lors de ses prises de parole pour mettre en lumière l'opacité et les ambiguïtés des arguments tenus par le gouvernement s'agissant de la réforme des retraites, et notamment lors de son intervention sur France Inter, que vous avez sûrement vu passer. Et enfin, je vais vous présenter notre dernière invitée, Madame Elvire Guillot, qui est maîtresse de conférence à l'université Paris 1 en économie, si je ne me trompe pas. Merci. Et donc, qui aussi mène des recherches sur le sujet des réformes, et récemment qui a publié, qui a coécrit une tribune qui est parue dans Le Monde il y a quelques semaines sur la pertinence de la tendance à la privatisation des services publics à l'aune de certains enjeux sociaux tels que la transition écologique, les besoins qui sont connus dans le domaine de l'éducation. Et donc on a encore parmi nous une invitée qui maîtrise des thèmes qui sont d'actualité, et j'espère que vous aurez des questions à poser. Et encore une fois, on vous remercie d'être venus aussi nombreux, que vous soyez étudiants, professeurs ou autres. C'est vrai que l'idée de la conférence a germé lors de la première assemblée générale que l'on a organisée à SAS, et d'autres sont organisées, notamment une lundi à 17h30, donc n'hésitez pas à venir nombreux pour amplifier le mouvement et se mobiliser contre la réforme des retraites, dont les arguments vous seront présentés. Merci
Merci beaucoup de cette introduction, merci de votre invitation. On est tous les trois très contents d'être ici. Quand la réforme aura été retirée, qu'il y en aura d'autres et qu'on racontera l'histoire de l'année 2023, on pourra dire qu'on a vu un amphi plein suite aux assemblées générales à Assas sur la réforme de l'année 2023. Ce qu'on vous propose, on a monté un numéro à 3. On se connaît bien, on travaille ensemble, notamment à Sciences Po, sur des questions d'économie politique, de transformation de l'État social. Et donc on vous propose 3 séquences relativement courtes de 15 minutes. Moi, dans un premier temps, pour placer en perspective historique la réforme des retraites actuelles et en faire le portrait robot. Elvire Guillot parlera ensuite de l'enjeu des retraites au regard de l'égalité et des inégalités, en général et en France en particulier, sous différents prismes. Et enfin, Bruno Palier parlera de la science politique de cette réforme, à la fois dans une perspective de comparaison internationale, mais aussi sur la place que prend la réforme dans le débat politique. Donc, pour aller à l'essentiel, avant de vous parler directement de la réforme, je voudrais replacer cet événement dans le temps long de l'évolution des retraites. Le système de retraite français, il a des racines très lointaines, dans la fonction publique notamment, mais le système moderne, il trouve son origine avec le Conseil national de la résistance dans la fondation de la sécurité sociale en 1945, avec la fondation du régime général de la sécurité sociale qui met en place un système de retraite pour les salariés et les salariés du privé en particulier. Et donc on a tout ça en tête, c'est un moment important qui crée de la solidarité notamment entre l'ensemble des professions du privé, ce qui n'existait pas forcément dans les systèmes comparables ou précédemment, où les personnes s'assuraient plutôt métier par métier. Mais il faut aussi garder en tête qu'en 1945, la retraite qu'on crée, c'est pas celle qu'on connaît aujourd'hui. C'est une retraite qui a 65 ans, ce qui est un âge que, je dirais, à peu près la moitié des travailleuses et des travailleurs n'atteignent pas à l'époque. Et puis quand on atteint la retraite, c'est une retraite qui n'est pas très longue. Puis en général, on est en mauvaise santé. Et enfin, la retraite à l'époque, elle est très modeste. Le taux de remplacement, je crois, à l'époque, sont de l'ordre de 20%, c'est ça ? Donc ils sont extrêmement faibles. Et donc il y a à la fois un geste fondateur en 1945, mais la retraite, elle a considérablement évolué, elle a connu en gros 3 périodes. 47 ? D'accord. C'est 40% de taux de remplacement. J'ai le fact-checking à côté, c'est chaud. Et donc, on a un grand mouvement historique de progrès de la retraite qu'on peut caractériser en 2 phases. Et mon analyse, c'est qu'aujourd'hui, on est dans la 3e phase de la réforme des retraites, plutôt une phase de demi-tour sur le progrès social. Et la réforme dont on va parler s'inscrit dans ce 3e temps. Donc, première phase de montée en puissance du progrès social, de 1945 en gros à 1981-1982. On a une amélioration de la retraite, à la fois par une dynamique de croissance, c'est la dynamique des 30 glorieuses, d'extension du salariat. Il y a de moins en moins d'artisans, d'indépendants qui ne sont pas couverts, il y a de plus en plus de salariés qui ont droit à une retraite. L'espérance de vie s'allonge, et puis, durant cette période, on a des réformes en positif. Une hausse des taux de remplacement. Donc le taux de remplacement, c'est la part de son dernier salaire qu'on garde quand on part à la retraite. Donc des réformes qui augmentent le niveau des retraites. La mise en place généralisée des complémentaires retraites qui améliorent aussi le niveau des retraites. Et comme ça, tout au long de la fin du XXe siècle, on a une amélioration des lois sur les retraites, avec peut-être le dernier point, c'est l'institutionnalisation de la retraite à 60 ans, qui était déjà une pratique à la fin des années 70 pour un certain nombre de travailleurs, mais qui devient un droit sous le mandat de François Mitterrand. Donc là, c'est la première phase, la montée en puissance des retraites, et progressivement, ce que vous lirez sans doute quand vous lirez le livre de Bruno Palier, Réformer les retraites, on a une... C'est là où je l'ai lu. On a une évolution et on passe d'une retraite qui est un revenu de subsistance pour des personnes plus en situation de travailler à 65 ans, en 1945, à une retraite qui progressivement devient un nouveau temps de la vie et qui va être mis en sécurité sociale.
Et ce qu'on connaît dans les années 80, 90, 2000, et encore aujourd'hui, c'est un temps de la vie long, qui aujourd'hui fait en moyenne 20-25 ans à peu près, pas pour tout le monde, mais en moyenne c'est ça, dans lequel on est en sécurité sociale, c'est-à-dire que la plupart des retraités ne vivent que de leur retraite. Ils sont protégés par leur retraite. Et dans ce temps, alors il y a beaucoup d'âge, puisque la retraite est longue, mais dans ce temps, ils ne sont pas en situation d'emploi, ils sont libres de leur activité, ils peuvent s'occuper de la famille, avoir des activités militantes, associatives, que sais-je. Et donc ça, c'est plutôt une nouveauté, qui date pas de 1945, mais qui date plutôt de la fin du XXe siècle. On a eu une deuxième phase de réforme des retraites. Alors, la salle est jeune, donc vous n'avez peut-être pas cette mémoire-là, mais quand même, on en a quelques échos. Si vous vous intéressez à la politique depuis longtemps, on a l'impression que la réforme des retraites, on en parle tout le temps. Parce qu'on les accumule, les réformes des retraites. Après cette première phase de montée en puissance, on a eu des changements dans les retraites en 87, en 93, avec la réforme Balladur, en 95, une réforme des retraites qui a été proposée par Alain Juppé puis retirée suite à un mouvement social très fort, en 2003, en 2010, en 2014. Et donc, on peut avoir le sentiment qu'il y a toujours des réformes des retraites et souvent avec les mêmes caractéristiques. On va jouer sur les règles de durée de cotisation pour avoir une retraite à taux plein, qui a quelques vingtaines d'années maintenant, c'était 37 ans et demi pour avoir une retraite à taux plein. Aujourd'hui, c'est 42, et demain, même sans réforme, on irait doucement jusqu'à 43 ans. On décale l'âge minimal de la retraite, c'était l'objet de la réforme de 2010. En 2010 encore, la retraite était à 60 ans, l'âge minimal de la retraite était à 60 ans, elle a décalé progressivement pour atteindre 62 ans en 2017. Et donc on peut se dire, finalement, des réformes des retraites, il y en a tout le temps, il n'y a rien qui change. Mais si on prend un peu de recul, il y a quand même un changement, c'est que pendant toute cette période, des années 90 et 2000, c'est vrai que les gouvernements ont mis en place des réformes qui ont durci les conditions de calcul de la retraite. Et si vous prenez la même personne avec la même carrière, elle avait des conditions beaucoup plus difficiles en 2010 pour avoir une retraite à taux plein que 20 ans plus tôt. Mais malgré tout ça, malgré ces réformes qui ont fait des économies, parfois de manière dure, parfois de manière injuste, la retraite a continué à s'améliorer. Et c'est un paradoxe, mais elle a continué à s'améliorer sous des dynamiques économiques, démographiques, sous-jacentes. Et donc, malgré ces mesures d'économie, quand vous regardez des indicateurs comme la durée de vie à la retraite ou le niveau de vie relatif des retraités par rapport au reste de la population, ils ont continué à s'améliorer jusqu'au début des années 2010. Pourquoi ils ont continué à s'améliorer ? D'abord parce que l'espérance de vie s'est allongée en cette période-là. Ensuite, parce qu'on a eu des générations de femmes qui arrivaient à la retraite en ayant eu une carrière et donc des droits propres à la retraite. Et puis, c'est aussi des générations qui arrivaient à la retraite et qui avaient connu des périodes de croissance, donc qui avaient eu des meilleurs salaires. Et donc, tout cet ensemble-là fait qu'on a eu des mesures de freinage. Le gouvernement, en fait, faisait le freinage pour pas que les dépenses de retraite augmentent trop vite. Mais globalement, la retraite s'améliorait. Et il me semble que depuis les années 2010, on est rentré dans une troisième phase, une phase de démantèlement partiel, pas de démantèlement total, mais plutôt de demi-tour sur cette dynamique de progrès social. Je m'explique. Au regard de ces deux indicateurs, la durée de la retraite et le niveau de vie relatif des retraités, on est plutôt aujourd'hui en haut d'un toboggan, qui a commencé déjà à se dégrader. Alors, pas à la même vitesse pour les deux indicateurs. Sur la durée de vie à la retraite, vous entendez sans doute souvent « on vit plus vieux, il est logique de travailler plus longtemps ». C'est un argument qui peut se discuter, on peut dire « oui, tout à fait ». On peut dire « non, on vit plus vieux, ça fera plus de temps de retraite ». Et c'est un débat politique de quel réglage on fait. Simplement, depuis 2010, en fait, on a décalé beaucoup plus vite l'âge de la retraite que les gains d'espérance de vie. Par le passé, on avait fait l'inverse. Il y a eu des gains d'espérance de vie, on n'avait pas trop touché à l'âge de la retraite. On avait un peu allongé la durée de cotisation, donc la retraite s'allongeait. Mais depuis 2010, on a décalé la retraite de 2 ans, alors qu'on n'a pas gagné 2 ans d'espérance de vie. Et la conséquence de ça, c'est que les personnes qui partent aujourd'hui à la retraite, on leur prédit déjà 1 an de retraite en moins que les personnes parties 10 ans plus tôt. C'est des projections, l'espérance de vie à la retraite, c'est pas une science exacte, mais vous voyez bien déjà qu'on est dans une sorte de rebroussement du chemin sur l'allongement de la durée de la retraite. Et donc, même sans réforme, par le simple fait des réformes précédentes
et notamment de la réforme de Marisol Touraine de 2014, qui n'est pas encore complètement appliquée, qui doit continuer à s'appliquer pendant les 15 ans qui viennent. Sans réforme, on garde une durée de retraite qui ne s'allonge pas pendant 15 ou 20 ans, alors même que l'espérance de vie augmente. Et donc toute nouvelle réforme qui jouerait sur l'âge de départ à la retraite raccourcirait la retraite et la ramènerait plutôt à des durées de retraite des années 80 plutôt que de la fin des années 2000 ou 2010. Ça, c'est côté durée de retraite. Et puis côté... je regarde le temps en même temps. Côté montant de la retraite, on est en haut du toboggan. C'est-à-dire qu'on a atteint un plus haut niveau historique, et en France et en comparaison internationale, avec un niveau de vie des retraités qui est comparable au niveau de vie des actifs au début des années 2010. Donc les retraités touchent moins d'argent que les actifs, mais ils ont moins d'enfants à charge. C'est ce qui fait qu'on dit qu'ils ont un niveau de vie comparable. Puis en plus, on peut rajouter qu'ils sont généralement propriétaires de leur logement, pour 80% d'entre eux, donc ils n'ont pas de charge de loyer. Et donc, le niveau de vie des retraités était particulièrement élevé. Il a commencé à se dégrader un petit peu depuis 2015 à peu près, parce qu'il y a eu des mesures de désindexation des pensions sous Hollande, sous Macron. On a eu une hausse de la CSG sous Macron, donc une légère dégradation du niveau de vie des retraités, mais surtout, sans nouvelles réformes en positif, le niveau de vie des futurs retraités, ceux qui vont partir dans 20, 30, 40 ans, est programmé pour décrocher. Alors, ça ne veut pas dire que les jeunes n'auront pas de retraite, on entend souvent ça. Il n'y a aucune raison de penser que les jeunes n'auront pas de retraite. Mais la question, c'est à quel âge, bien sûr, mais c'est aussi, est-ce qu'on aura une retraite qui permet de maintenir un niveau de vie proche de celui de la fin de carrière, ou alors est-ce que quand on passe à la retraite, on décroche? Par exemple, on est obligé de déménager, de changer de mode de vie, etc. Et ça, c'est un peu ce qui nous est programmé. Et au prix de ces éléments-là, le niveau de dépenses des retraites dans le PIB est stabilisé. C'est-à-dire qu'il n'y a plus d'augmentation des dépenses de retraite projetées, alors même qu'on va avoir de plus en plus de retraités. Dans ce contexte-là, la réforme du gouvernement, elle a pour but principal de réduire la place de la retraite en général. Réduire la place de la retraite sur le marché du travail, réduire la place de la retraite dans l'économie, dans le PIB, c'est-à-dire d'accélérer la baisse de la part de la retraite dans le PIB, et réduire la place de la retraite sur le marché du travail. Le portrait robot de la réforme, vous commencez à le connaître maintenant. En gros, les principales mesures, c'est premièrement un décalage de l'âge minimal de la retraite de 62 ans à 64 ans, qui se ferait progressivement, c'est-à-dire que les personnes qui doivent partir en septembre prochain à la retraite, on les décalerait de 3 mois, ils devraient partir en janvier, et puis on décalerait de 3 mois par an, et les personnes nées en 1968 n'auraient plus le droit de partir avant 64 ans. Le départ serait interdit aux âges de 62 ans et 63 ans, sauf conditions particulières, notamment carrière longue. Ça, c'est le premier élément de la réforme, c'est ce qui fait le plus d'économies. Évidemment, vous avez des personnes qui devraient être à la retraite, si pendant 2 ans elles n'y sont pas et que vous ne leur versez pas de retraite, ça fait des économies. Deuxième élément de la réforme, l'accélération de l'allongement de la durée de cotisation. Quand on calcule votre retraite, on la calcule toujours en proportion de votre durée de carrière, ça c'est toujours le cas, mais en plus vous avez un contrat à remplir. Ce contrat, c'est un nombre d'années à valider. Alors, soit à valider au travail, soit qui vous sont validés, notamment au titre des enfants que vous avez eus ou élevés. Le contrat aujourd'hui, il est de 42 ans pour avoir une retraite à taux plein. Et l'objet de la réforme, c'est de passer très vite à 43 ans, dès la génération 1965, c'est-à-dire dans très peu de temps. Des gens qui sont aujourd'hui aux portes de la retraite. Et si vous n'avez pas rempli ce contrat, soit aujourd'hui ou demain, vous avez un malus sur le calcul de votre retraite, ce qu'on appelle la décote. Et donc, en décalant rapidement l'âge de la retraite, soit on oblige les personnes à travailler 9 mois de plus, 1 an de plus pour avoir la même retraite, soit ils partent au même âge que prévu, mais à ce moment-là, ils perdent 5% par année manquante, ce qui est une perte assez substantielle. Ça, c'est les 2 principaux éléments de la réforme qui ont pour but de générer des économies substantielles. Et puis, on a d'autres éléments dans la réforme. On a quelques mesures d'atténuation qui sont parfois présentées comme des mesures de progrès social. À mon avis, c'est incorrect. Ces mesures d'atténuation, ça consiste à dire pour certains profils, soit on va les dispenser de réforme, soit ils vont être concernés par la réforme, mais éventuellement un peu moins. Donc, les personnes dispensées de réforme, c'est notamment les personnes
en invalidité à 62 ans qui pourront continuer à partir à 62 ans. Et les personnes pour qui la réforme peut être atténuée, c'est par exemple les personnes en carrière longue, pour qui l'âge de départ n'est pas forcément décalé, ou peut être décalé seulement de 1 an au lieu de 2 ans. Donc pour ces personnes-là, la situation ne s'améliore pas, mais éventuellement elle se dégrade moins que pour les autres personnes. Et puis une dernière mesure, on en parlait tout à l'heure, une mesure sociale, qui est une revalorisation de certaines petites pensions, de quelques dizaines d'euros, pour des personnes qui ont une pension faible et qui n'ont pas de décote, et donc qui vont voir leur pension augmenter d'une 30aine d'euros en moyenne pour les nouveaux retraités, d'une 50aine d'euros en moyenne pour les retraités actuels. Donc c'est une mesure de revalorisation, pas très ambitieuse, qui améliore quand même le niveau de vie des personnes concernées, mais qui a été très improprement vendue comme un revenu minimum garanti à 1 200 euros, ce qui n'est absolument pas le cas dans la mesure. Ça, c'est le portrait robot de la réforme. Encore 2 points rapides. Pourquoi le gouvernement fait cette réforme et qu'est-ce qu'on peut en craindre en termes de conséquences? Sur le pourquoi, il y a 2 vraies motivations et il y en a une pas très convaincante. La première vraie motivation, c'est une réforme du marché du travail. Travailler plus pour produire plus. Il y a une réforme de l'assurance chômage qui a diminué les protections du chômage pour inciter les personnes à accepter des emplois moins bien payés ou aux conditions dégradées. Un peu dans la même idée, on décale la retraite en disant celles et ceux qui pourront vont continuer à travailler. Voilà. Premier objectif. Deuxième objectif, un objectif de finances publiques. Le gouvernement a un objectif de réduire son déficit pour l'année 2027, c'est les engagements européens qui l'y obligent. Et pour réduire ce déficit, il s'est lui-même compliqué la tâche en réduisant d'autres impôts. Les impôts de production sur les entreprises ou la taxe d'habitation sur les 20% de ménages les plus aisés. Et donc il creuse son déficit alors même qu'il doit le réduire. Et pour remplir ses engagements, il a mis dans sa feuille de route vis-à-vis de l'Union européenne, vous inquiétez pas, en contrepartie on va réduire les dépenses publiques et pour que ça aille vite, on va choisir les retraites. Donc ça c'est les 2 motivations principales. En écoutant un peu les discours du ministre de l'économie il y a 6 mois ou 1 an, elles sont assez clairement exprimées. Puis il y en a une troisième, c'est sauver le système des retraites. Cette troisième motivation, elle ne tient pas vraiment, parce qu'il y a bien un déficit. Alors il y a un organisme qui qualifie ce déficit prévu. Il parle de déficit résiduel significatif persistant. Bon, ça dit bien ce que ça veut dire. Il y a bien un déficit de prévu dans les prochaines années, environ 0,5 points de PIB, donc 3% de l'ensemble de la masse des retraites. C'est quelque chose dont il faut s'occuper, mais qui ne menace pas le système, et surtout dont on peut s'occuper de plein de manières différentes. Mais la raison pour laquelle le gouvernement a choisi cette réforme-là, c'est qu'il veut baisser la part des pensions dans l'économie et aller vite, et pour ça il a choisi de décaler l'âge, et pas par exemple de mobiliser les financements qui seraient nécessaires. J'en viens à mon dernier point, quelles conséquences on peut attendre de cette réforme? En gros, on peut attendre que les seniors qui sont encore en emploi aujourd'hui à 62 ans restent en emploi 2 ans de plus. Le gouvernement table sur 300 000 seniors en emploi en plus. Et pour ces personnes-là, c'est une perte de droit, puisque la plupart du temps, elles souhaitent partir. D'ailleurs, si elles ne souhaitent pas partir, elles peuvent rester. Mais aujourd'hui, la plupart partent à 62 ans. C'est une perte de droit. Ça expose la santé, évidemment, notamment pour les travaux pénibles. Et puis, c'est une question de choix de société. Est-ce qu'il faut absolument attendre de ne plus être en situation de travailler pour avoir le droit de partir à la retraite? Ça, c'est pour les personnes qui atteignent la retraite en emploi, qui sont une majorité, mais ce n'est pas tout le monde. À côté de ça, vous avez à peu près 1 personne sur 4, et plus chez les ouvrières et les ouvriers, qui n'est déjà plus en emploi au moment de la retraite, à 61 ans. Des personnes qui sont au chômage ou au RSA. Et on sait, parce qu'on l'a vu lors des réformes précédentes, quand vous décalez la retraite, pour ces personnes-là, vous allongez la période de précarité entre l'emploi et la retraite. Et donc, selon les chiffres des administrations, on peut compter sur à peu près 150 000 personnes en plus qui seraient soit au chômage indemnisé, soit au RSA, auquel il faudra rajouter quelques dizaines de milliers de personnes qui seraient sans revenus particuliers, peut-être sur les revenus de leur conjoint. Donc l'équation de la réforme, en gros, à l'horizon de 10 ans, c'est 300 000 seniors en emploi en plus qui ne souhaitent pas forcément y rester, et c'est 150 000 à 200 000 personnes entre l'emploi et la retraite en situation de précarité. Donc voilà un petit peu l'espèce de grand angle et le portrait robot de ce qu'on peut attendre de la réforme.
Et pour ne pas faire plus long, je vais passer tout de suite la parole à Elvire qui va développer sur la thématique des inégalités. Merci, Mickaël. Attends, faut que je branche ce truc là. Ça marche. Reste avec nous. Merci, je vais essayer de tenir mon temps de parole aussi bien que Mickaël. Je voulais juste vous dire en introduction que je suis hyper contente d'être ici, pas à cause de la réforme des retraites, mais parce que j'étais étudiante à Assas. Et ça s'est pas très bien passé, je ne suis pas restée très longtemps. Et donc je prends ma revanche en me mettant à la place du professeur aujourd'hui. Du coup j'ai préparé quelques slides, beaucoup mieux que ce qu'on avait à l'époque, et j'ai mis tout ce que je savais dedans, je n'aurai pas le temps de tout dire. Donc je voudrais vous parler aujourd'hui des effets protecteurs de la retraite, parce que dans ce débat qu'on a autour de la réforme des retraites, on entend beaucoup de choses négatives, et donc ça me paraît important de rappeler que la retraite, ça amène beaucoup de choses positives dans la vie des gens. Donc commencer avec ça. Et puis ensuite, mon deuxième point, ça sera de vous montrer que on est en fait quand même inégaux devant la retraite, on n'a pas tous la même. Et je terminerai avec l'impact inégalitaire de la réforme. Mickaël a déjà abordé quelques points. Moi, je vais compléter ce qu'il a dit, notamment avec des graphiques, parce que je trouve ça assez parlant. Mon premier point, c'est que la retraite donc, est positive. Pourquoi ? Parce qu'elle protège, et on sait qu'il y a un effet de réduction des inégalités très important, des inégalités de revenus, que l'on peut attribuer directement au système de retraite par répartition français. C'est quelque chose qu'on a mesuré dans un travail conjoint avec Mickaël et Matthew Walkers, en comparaison internationale. Et donc pour faire ça, je vais vous montrer tout de suite voilà ce qu'on trouve. Donc ça c'est l'axe des ordonnées, c'est donc la réduction des inégalités qu'on compte en points de Gini. Vous connaissez sans doute le Gini, c'est un indicateur pour mesurer les inégalités. Et pour se rendre compte de l'impact que ça a, la première chose qu'on peut voir, je vous ai encadré la France, c'est d'abord que la France réduit beaucoup les inégalités grâce à un système de transfert monétaire et de taxes et de cotisations sociales qui agissent aussi sur les inégalités. Et on peut distinguer donc la réduction due aux taxes et cotisations et prélèvements, la réduction qui est due aux transferts monétaires autres que les retraites, et la réduction qui est due aux retraites. Et on voit dans ce graphique, je ne sais pas si vous le voyez suffisamment grand, mais je vais vous le lire, que la retraite en fait permet de réduire les inégalités de 6 points de Gini, ce qui est énorme, ce qui est plus important que ce qu'on a avec les autres systèmes de transfert monétaire, donc hors retraite. Donc c'est quelque chose qui participe à la réduction des inégalités de manière très forte en France, et c'est valable en réalité dans beaucoup de pays de l'OCDE qu'on voit ici, et notamment dans les pays qui ont ce système par répartition. Deuxième élément qui va dans ce sens-là, la retraite protège, elle protège notamment les plus modestes, c'est une des raisons pour lesquelles les inégalités se réduisent. Et là, on a, je vais vous montrer un graphique issu d'une publication de l'INSEE qui compare le niveau de vie moyen des 10% les plus aisés aux 10% les plus pauvres. Et ce qui montre, c'est que ce niveau de vie, il est 9 fois plus élevé quand on regarde ce qui se passe 3 ans avant la retraite, et il tombe à 4 fois plus élevé seulement quand on regarde 3 ans après le départ en retraite. Donc le fait de liquider sa retraite et donc de passer sur un revenu essentiellement de retraite pour la plupart des gens compresse en fait les écarts de revenus et réduit les inégalités. On le voit très clairement dans ce graphique où donc vous avez une distinction homme-femme rouge-vert, et puis vous avez donc en haut les individus qui touchent qui ont un revenu du travail supérieur à 500 €, donc ils ont potentiellement d'autres revenus aussi, et en bas ceux qui ont un revenu du travail inférieur à 500 € par mois. Et donc ce qu'on voit, c'est qu'il y a un écart très important, hein. Vous voyez, pour les hommes, pas loin on est à 35 000 € pour la courbe du haut, autour de 19 000 pour celle du bas. Ça c'est avant le départ en retraite, et ensuite après le départ en retraite, on voit très clairement que ça converge, donc c'est une manière de vous montrer
cette convergence due au système de retraite, au fait de toucher sa retraite. Dernière chose, la retraite protège, pas seulement en termes de revenus, mais aussi en termes de santé. Ça, c'est quelque chose qu'on voit un peu apparaître dans le débat public et que je trouvais intéressant d'appuyer. Je vous ai sélectionné quelques chiffres qui sont issus d'une publication du LIEP pour faire la promotion du LIEP de Sciences Po, auquel on appartient tous avec Bruno et Mickaël. Il y a une publication donc récente qui utilise en fait des données de sondage. On interroge les individus sur leur état de santé. Et donc, au moment de passer à la retraite, on compare en fait avec ceux qui ne sont pas en retraite et ceux qui sont en retraite. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une fois qu'on passe à la retraite, les individus se déclarent moins souvent en mauvaise santé. Donc plus souvent en bonne santé. Autrement dit, il y a un effet santé positif dû à la retraite. Et il y a un autre élément intéressant à retenir de cette étude, c'est que cette baisse de la déclaration mauvaise santé est plus forte, notamment chez les hommes non diplômés qui ont été exposés à des facteurs de risque physique, autrement dit qui ont eu un travail pénible. Donc on a une meilleure santé à la retraite parce qu'on est à la retraite, qu'on peut se reposer, qu'on peut faire ce qu'on veut, qu'on peut davantage s'occuper de soi et qu'on est moins pris par le travail. Ça, c'est valable pour tout le monde, mais c'est beaucoup plus vrai pour ceux qui ont eu un métier pénible. Et dans le détail, si on regarde un peu les items de ce sondage en termes de santé, on voit notamment que les individus, donc hommes non diplômés qui ont été exposés à des facteurs de risque physique, déclarent beaucoup moins souvent une limitation d'activité une fois qu'ils sont à la retraite, une baisse de 16 points, moins de maladies chroniques également, ce qui n'est pas le cas des hommes non diplômés qui n'ont pas été exposés à ces facteurs de risque. Donc il y a vraiment un effet bénéfique de la retraite sur la santé ressentie des individus qui est très fort et qui est particulièrement fort pour ceux qui ont eu des métiers pénibles. Le deuxième point que je voulais aborder, c'est le fait qu'on ne soit pas tous égaux devant la retraite. Il y a plein de manières d'aborder cette question. Il y en a une que je trouve intéressante, que je vous présente ici, c'est une note de recherche de Ulysse Lochkin. Il y a un update qui est sorti récemment, qui est en cours, et qui a fait un peu de bruit parce qu'il reprenait donc ce slogan « Une retraite pour les morts ». Donc ce qu'il a regardé, c'est il a calculé à 50 ans la durée de retraite des individus. Et ce qu'il trouve, c'est que les plus pauvres, par rapport aux plus aisés, ont une retraite qui dure 7 ans de moins. Ils ont une durée de vie en retraite de 7 ans de moins. Plus précisément, quand on est donc pauvre, on a une retraite qui en moyenne va durer 15 ans. Quand on est plutôt chez les riches, on a une retraite qui va durer 22 ans. 7 ans d'écart, c'est énorme, c'est le même écart qu'on a entre l'espérance de vie, la différence d'espérance de vie entre un cadre et un ouvrier. Il ne s'est pas seulement intéressé à la durée de retraite générale, il a regardé aussi ce qu'il a qualifié de retraite courte. Les retraites courtes, c'est une retraite qui dure moins de 10 ans. Donc vous avez travaillé vos 43 annuités, vous avez pris votre retraite entre 60 et 67 ans, et quel est le risque, quelle est la probabilité que vous ayez une retraite de moins de 10 ans, parce qu'à l'issue des 10 ans, vous êtes mort. Et ce qu'il trouve, c'est que les 40% les plus pauvres, chez les hommes, donc qui ont une cinquantaine d'années, ont 30% de risque d'avoir une retraite courte. C'est important, 30%, une chance sur 3. Et il compare ça, je vais vous le montrer après, à ceux qui sont plus riches, qui, vous allez voir, ont un risque beaucoup plus faible. Ils ont 30% de risque d'avoir une retraite courte, moins de 10 ans, et ils ont 12% de risque de ne pas avoir de retraite du tout, c'est-à-dire d'être mort avant la retraite. Et ça a été repris, ce travail, par France Info, qui a fait un très beau travail d'infographie que je vous présente ici. Donc à gauche, vous avez le risque de mourir avant la retraite, distinction homme-femme, et on distingue les individus, les petites barres, ça correspond au quintile de niveau de vie. Donc tout à gauche, les 20% les plus pauvres, tout à droite, les 20% les plus riches. Et il y a une petite légende qui vous indique, la première barre à gauche, c'est les hommes les plus pauvres ont un risque ont une 1,3 chance sur 10, c'est-à-dire en fait un risque de 13% de chance de mourir avant la retraite.
les chiffres que je vous ai donnés juste avant, 12% correspondaient aux 2 premières barres bleues. Chez les femmes, c'est plus faible. Versus ce qui se passe chez les 20% les plus riches, 2% de chances de mourir avant la retraite. Et puis à droite, le graphique, c'est le risque de mourir 10 ans ou moins après la retraite, c'est-à-dire d'avoir une retraite courte. Et là, on voit 36% pour les 20% les plus pauvres, hommes, versus à peu près 12% pour les 20% les plus riches. Chez les femmes, là encore, qui vivent plus longtemps, on a des chiffres un peu plus faibles, mais toujours un gradient social important en termes de niveau de vie. C'est-à-dire que les plus pauvres, systématiquement, ont une retraite plus courte et ont plus de chances de mourir avant la retraite. Donc cette question d'âge, à quel âge on atteint la retraite, et du coup, ça lui donne, je trouve, un nouvel éclairage de le considérer comme ça. Ça, c'est la mise à jour sur laquelle je ne vais pas revenir. Juste peut-être un chiffre à regarder, à vous notifier ici, c'est que la différence entre les hommes et les femmes, en termes d'espérance de vie, c'est 6 ans. Et c'est parfois un argument qui est utilisé pour dire, finalement, peut-être que les femmes, enfin moi en tout cas, au cours de certaines discussions, on me l'a sorti, peut-être que les femmes, en fait, devraient travailler plus longtemps que les hommes. On n'est pas obligé d'avoir tous le même âge de départ à la retraite, parce que finalement, les femmes vivent plus longtemps. Et l'espérance de vie, si c'est ça notre boussole, faisons travailler les femmes plus longtemps. Et là, ce qu'on voit ici, il y a une distinction entre vivre et vivre en bonne santé. Ce qui est en orange foncé, là, c'est vivre en bonne santé, et en jaune, c'est vivre en mauvaise santé. Et ce qu'on voit dans ce graphique, n'y prêtez pas trop attention parce qu'il n'y a pas encore l'infographie France Info, donc je vous le décris rapidement. Ce qu'on voit, c'est que les femmes, certes, vivent 6 ans de plus que les hommes, dont 4 en mauvaise santé. Donc l'essentiel de la vie supplémentaire des femmes est en fait une vie en mauvaise santé. Et voilà, là encore, ce sont des arguments qui m'ont touché personnellement. À propos des hommes et des femmes, ce graphique montre la différence, l'écart de pension moyenne entre un homme et une femme. Et là, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle dans ce graphique. La bonne nouvelle, c'est que, donc en bleu, vous avez les pensions de droit direct et de droit dérivé, notamment le fait que vous pouvez avoir une partie de la pension de votre conjoint décédé. En rouge, ce sont les pensions de droit direct tout court, inclus à chaque fois la majoration pour enfants qu'on a dans le calcul de pension et qui concerne beaucoup les femmes. Et donc ces petits chiffres en négatif, c'est l'écart de pension entre les hommes et les femmes. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on était à moins 50% au début de la période en 2004 et on est à moins 40% sur la courbe rouge, donc en 2020. Autrement dit, les femmes avaient une pension en moyenne 2 fois plus petite que celle des hommes en 2004 et on a un écart qui tombe à 40%, elles ont une pension 40% plus faible que celle des hommes en 2020. Hors droit direct, on est à 28% avec les droits directs. Donc ça, c'est la bonne nouvelle, la tendance est plutôt pas mal, c'est dû à ce que vous a dit Mickaël, des carrières moins hachées, des carrières plus longues, des meilleurs salaires pour les femmes, donc ça se voit directement dans les niveaux de pension. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il reste encore 40% d'écart, ou 28% avec les droits dérivés. Et mon dernier point, les impacts attendus de la réforme, et là j'ai tout piqué à Mickaël. Et au gouvernement, je commence avec ça, donc les femmes seront en moyenne plus concernées que les hommes par le décalage de l'âge de la retraite. Ça a été dit dans l'étude d'impact du gouvernement. Pour la génération 72, elles vont en moyenne partir 9 mois plus tard qu'aujourd'hui, alors que les hommes seulement 5 mois. Ce qu'a relevé Mickaël, et donc ce slide est issu de discussions avec lui, et puis parce que j'écoute toutes ces interviews, ça inclut les personnes non concernées, cette moyenne, autrement dit, c'est une moyenne. Or, il y a en fait des individus qui sont en invalidité, ils ne sont donc pas concernés par la réforme, où ils partent déjà à 67 ans pour atteindre, parce que 67 ans c'est l'âge d'annulation de la décote, on appelle ça aussi l'âge du taux plein, donc ils partent déjà à 67 ans, donc c'est absurde de calculer sur eux, puisque l'âge de la décote ne changeant pas, ils partent à 67, ils vont partir à 67. Donc si on regarde un peu plus précisément ce qui se passe en fonction des âges effectifs aujourd'hui, on se rend compte qu'on a plutôt une femme sur 4 qui va être concernée
par un décalage de 2 ans, donc de 62 à 64 ans, pour une pension qui sera quasi inchangée. J'ai indiqué aussi dans ce graphique quelque chose que tu as peut-être dit tout à l'heure, Mickaël, issu donc de tes propres calculs. 60% des économies immédiates que propose de faire la réforme sont liées au décalage de l'âge qui sera porté par les femmes. Et le calcul est très simple, on prend les 9 mois en moyenne, fois la pension des femmes moyenne, divisé par 9 mois de la pension des femmes, plus 5 mois de la pension des hommes. Et on trouve 60%. Donc 60% des économies, puisque c'est une réforme pour faire des économies, sera portée par les femmes. Là encore, pourquoi pas 50-50 ? Ça, c'est pour reprendre le point que je faisais juste à la fin. Non, je vais vous montrer juste après. C'est pour reprendre cette idée que la pension des femmes est plus faible que celle des hommes. C'est donc la courbe en bas, c'est celle des femmes, en bleu. En vert, c'est la pension des hommes. Là, on est en flux, donc par génération. Et puis, on a avant réforme, après réforme. Et un des arguments forts du gouvernement médiatique, c'est de dire, donc ces fameuses mesures d'atténuation que vous a présentées Mickaël, et puis de dire, Elisabeth Borne nous l'a bien répété, c'est quelque chose qui est positif pour les femmes, la pension des femmes va augmenter. Alors effectivement, elle fait travailler plus longtemps, donc ça a un impact. Il y a d'autres choses qui sont négatives, et si on fait le calcul de tout ça, ça c'est issu encore de l'étude d'impact du gouvernement, on se rend compte que toujours pour la génération 72, et toujours grâce au calcul de Mickaël, la pension des femmes de la génération 72 devrait être de 81%, devrait représenter 81% de la pension des hommes de la génération 72. Ça, c'est avant réforme, et après réforme, c'est 82%. Donc en fait, on n'a pas du tout amélioré sensiblement la pension des femmes. Et donc on voit que naturellement, on le voit ici, il y a une sorte de convergence de la pension des femmes vers celle des hommes. Elle est quand même très très faible et absolument pas accélérée par la réforme. Dernier point, je pense. C'était pour cette histoire une femme sur 4 va décaler son âge de 2 ans. Son âge de départ. Je ne sais pas ce que vous arrivez à voir, je pense que vous voyez juste la forme des courbes, c'est ce qui compte. Donc la courbe en haut, ce sont des stocks, la courbe en bas, ce sont des flux. Et donc là, on regarde le pourcentage d'individus qui partent à la retraite, donc pour essayer de savoir à quel âge ils partent, pour chaque âge. Et donc si on se met en bas, on repère qu'il y a 3 pics. Et quand il y a des pics, ça veut dire qu'on a beaucoup d'individus qui partent à cet âge-là. On a un pic à 60 ans, on a un pic à 62 ans, et on a un pic autour de 66 ans. Pourquoi ? En fait, on a des courbes jaunes, rouges et vertes. Jaune, ce sont les hommes, rouge, c'est l'ensemble, et vert, ce sont les femmes. Ce qu'on voit, c'est que ce premier pic à 60 ans, il concerne essentiellement des hommes. Et donc, on peut lire le graphique, 17% des hommes de 60 ans liquident leur retraite. Pour les femmes, c'est beaucoup plus faible, 8%. Pourquoi est-ce que ce sont des hommes ? Parce que ça, c'est les dispositifs carrière longue ou pénibilité, ça concerne beaucoup, beaucoup les hommes. Ensuite, on a un pic à 62, et là, on voit que c'est surtout les femmes qui partent à 62, autrement dit, quand elles atteignent l'âge légal, si elles le peuvent, elles partent. 35% des femmes ont liquidé leur premier droit à la retraite au cours de leur année d'anniversaire, 62 ans. 35% des femmes, donc ces 35%-là, c'est elles qui vont se décaler de 2 ans. Alors certaines vont quand même partir, parce qu'elles vont avoir une carrière longue. Donc voilà, d'où ce chiffre, cet ordre de grandeur de dire une femme sur 4 qui aujourd'hui part à 62 devra partir à 64. Et puis le troisième pic, petit pic autour de 66 ans, c'est pour l'âge du taux plein. Il est à 67 aujourd'hui, il était à 65 il
il y a encore quelques années, avec un décalage qui est progressif selon les générations, et donc ouais, ce petit pic va se décaler vers 67 ans au fur et à mesure des générations. On retrouve les mêmes informations au-dessus, c'est simplement un graphique en cumulé. Je pense que je m'arrête là, parce que sinon ça peut être... Merci. Bien, je vais donc terminer. Et comme il faut dire pourquoi ça fait plaisir d'être là, parce que c'est l'introduction obligée, puisque moi je suis beaucoup plus vieux qu'eux. Moi ça me fait plaisir d'être là parce que je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants ici qui ont eu des gens que moi j'ai eu comme étudiants, comme prof. Voilà, donc ça me fait plaisir d'être là, de voir que moi quand j'étais aussi jeune ça, il n'y avait pas autant de sciences politiques à Assas qu'il y en a aujourd'hui. Donc merci d'avoir fait porter ça, et aussi un absent que certains d'entre vous connaissent, Yves Surel, un camarade d'écriture. Donc voilà, moi je voudrais faire des comparaisons européennes qui vont m'amener à essayer d'analyser le contexte politique et peut-être les conséquences politiques de la séquence qu'on est en train de vivre. Alors pour reprendre l'historique qu'a fait Michael, l'historique qu'il a fait pour la France, il vaut pour tous les pays européens, mais c'est intéressant de regarder la dernière séquence pour voir qu'est-ce qu'on est en train peut-être de faire. Donc dans tous les pays européens, il y a eu d'abord des retraites pour pas très longtemps. Alors il y a même eu avant des retraites pour les morts, hein, l'expression retraite pour les morts, c'est 1910, c'est la CGT qui s'oppose à la mise en place d'un système de retraite en disant mais si vous la mettez à 65 ans, nous les ouvriers on sera morts. Donc c'est pas la peine, mais après 45 c'est quand même 65 ans, et les hommes, l'espérance de vie c'est seulement quelques mois ou quelques années après. Donc il y a d'abord ça, garantir un minimum quand on parle de retraite. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'il y a la croissance économique dans les années 50, 60, 70 qui bénéficie aux actifs et à leurs enfants, mais pas aux vieux. Les vieux, ils commencent à vivre de plus en plus longtemps, c'est l'allongement de l'espérance de vie, mais ils vivent dans la misère parce que leurs retraites sont très très basses. Du coup, il y a une réaction de la société, il y a une réaction des gouvernements, en Allemagne en premier, en Suède, dans pas mal de pays, en France un peu après les autres en fait, qui dit eh ben, il faut réagir, il faut des retraites plus généreuses, de façon à garantir un maintien du niveau de vie quand on part à la retraite. Et ça, c'est les décisions des années 60 en Suède, par exemple, c'est les décisions de 1970 et 71 et 72 en France, que Michael a rappelé, mais tous les pays le font. Et puis, ça se réalise dans les années 90 et 2000. C'est-à-dire dans les années 90 et 2000, les retraités, dans la plupart des pays de l'OCDE, et en particulier en Europe, ont un niveau de vie équivalent à ce qui était leur niveau de vie quand ils étaient actifs, et du coup au niveau de vie général des actifs. Mais on a tout un tas de réformes des retraites, et pas seulement en France, en fait il y en a plein partout. Ça commence en Angleterre, ça commence aux États-Unis, ça c'est les années 80, puis il y en a dans les pays nordiques dans les années 90, il y en a en Allemagne en 2001, et on commence à en voir un peu partout. Et le résultat de l'ensemble de ces réformes des retraites, c'est que ça chamboule la structure des systèmes de retraite un peu partout en Europe, et pas encore complètement en France. Ça les chamboule parce qu'en gros, l'État, il dit ne comptez plus sur moi pour garantir, sur les retraites publiques obligatoires, pour garantir le maintien du revenu. En gros, c'est ça que signifient les réformes menées ailleurs, et pas encore celles en France. Moi, ce que je vais faire, l'État, la puissance publique, les retraites publiques, c'est que je vais m'assurer qu'aucun retraité ne puisse être très pauvre. Donc c'est la mise en place de minimum vieillesse, où c'est le maintien d'un niveau de minimum vieillesse relativement élevé, en tout cas par rapport aux autres minima sociaux. Donc ça, c'est la garantie que l'État fait un peu partout. La deuxième chose, c'est que je vais faire en sorte que vous ayez plus que seulement ce minimum social par les retraites publiques, donc de la contributivité. Vous allez payer des cotisations et ça va vous garantir une partie de remplacement de revenus. Mais c'est tout, parce qu'on n'a pas les moyens. Alors quand on dit ça en Allemagne, les Allemands ils sont un peu plus prêts à accepter, parce qu'ils disent oui c'est vrai, il faut qu'on fasse des économies, il faut qu'on fasse des efforts, parce qu'il faut qu'on puisse continuer à exporter, le coût du travail est trop élevé, donc on fait des efforts, par exemple. En Suède, ils disent ok, parce que on est tous d'accord, et en fait il faut aussi pouvoir investir sur les jeunes, pouvoir investir sur l'éducation. On reviendra sur le fait que pourquoi on ne dit pas ok en France, manifestement. Mais surtout, il y a une partie de la population qui dit ok parce qu'ils savent qu'ils vont avoir le moyen de compenser cette baisse des régimes publics, et les moyens de compenser cette baisse des régimes publics, c'est la mise en place progressive de fonds de pension. Donc ça, vous allez le trouver partout, en
Suède, alors aux États-Unis, en Angleterre depuis très longtemps, mais aussi en Allemagne, pour en gros dire, si jamais vous voulez continuer à avoir le même niveau de vie qu'avant, il ne faut pas seulement compter sur les retraites publiques, il faudra aussi compter sur les fonds de pension. Et en fait, vous allez avoir des fonds de pension individuels aux États-Unis, en Angleterre, mais vous allez avoir des fonds de pension plus collectifs, plus organisés par les partenaires sociaux, de façon universelle en Suède, c'est-à-dire qu'il y a des fonds de pension pour tout le monde en Suède, ou de façon gérée par les partenaires sociaux, négociée par les partenaires sociaux, mais pas pour tout le monde, aux Pays-Bas ou en Allemagne. Pas pour tout le monde, ça veut dire en gros pour les plus riches et pour ceux qui sont les plus syndiqués dans les plus grosses boîtes. Et ça, c'est extrêmement inégalitaire. Le résultat, ça donne quoi? Ce qui se voit depuis une dizaine d'années maintenant, le résultat des réformes des retraites dans ces autres pays que j'ai cités, c'est une baisse relative du niveau de vie des retraités, en tout cas relative par rapport à celui des actifs. Ça, c'est le premier point qu'on trouve partout. Une remontée de la pauvreté chez les retraités. Donc ça, c'est vraiment la chose nouvelle il y a même un peu moins que 10 ans, en fait. Alors c'est le cas en Angleterre depuis longtemps, mais en Suède, en Allemagne, on trouve des taux de pauvreté qui remontent. Ils étaient à 7, 8, 9%, ils remontent à 10, 11, 12%, 13, 14, 15%. Donc voilà les faits. Et puis, des inégalités qui se creusent, puisque si on regarde les revenus totaux des gens, vous avez retraite publique plus fonds de pension, ça vous donne un maintien du niveau de vie pour les plus riches ou pour les mieux employés, si vous voulez, employés dans des grosses boîtes qui font de la négo, et puis les autres qui voient leur niveau de vie décrocher, aussi bien par rapport aux actifs, mais que par rapport aux retraités riches. Et c'est dans ce sens-là que la France n'en est pas là pour l'instant, puisqu'on a vu la retraite, au lieu de faire décrocher, elle rapproche un petit peu, en tout cas quand on regarde les niveaux de revenus. Et donc, même si, comme Mickaël l'a dit, depuis 2018, en fait, les taux de remplacement commencent à baisser un petit peu, en France, on en est encore là, puisqu'en France, on est encore dans un système qui garantit un maintien du niveau de vie. Alors, moi, j'ai l'habitude de le dire, donc je ne vais pas changer, même si je sais que le public ne va pas forcément être d'accord. Est-ce que c'est le bon niveau? On peut se poser la question. C'est-à-dire que là, en France, on est à 110, c'est-à-dire pour un niveau de vie à 100 des actifs, les retraités, c'est à 110. Notamment parce que, comme l'a dit Mickaël, et moi j'étais étonné, et donc avec Elvire on a vérifié, mais il a raison, en général il a les bonnes données, 80% des retraités sont propriétaires. Donc effectivement, ça me paraissait beaucoup, mais ouais. Donc ça, si vous comptez le fait qu'ils n'aient pas payé de loyer, ça les met à 110 et non pas seulement à 100 par rapport au niveau de revenu. Moi ça m'amène à dire un premier truc. Il est tout à fait étonnant que de la part d'un gouvernement qui dit qu'on a un système de retraite trop généreux, on ne demande pas aux bénéficiaires de ce système de retraite si généreux de faire un effort. Parce que les retraités, c'est zéro effort dans cette réforme. Donc ça, c'est un premier point par rapport au système de retraite. Mais voilà, ne nous inquiétons pas, de toute façon, les réformes qui ont déjà été adoptées en 2003, 2010, 2014, même celle de 1993, vont faire baisser, ces toboggans vont faire baisser les taux de remplacement, et donc on va progressivement entrer dans l'ère européenne, comme les autres, où le système de retraite publique ne garantit pas le niveau de remplacement. Un dernier point sur cette histoire de retraite publique, vous savez qu'on nous bassine avec le fait qu'on est un des pays qui dépense le plus en retraite au monde. Pourquoi on dit ça? On dit ça parce qu'en fait, comme les retraites publiques sont généreuse, en tout cas pour les hommes qui bossent à temps plein, parce que c'est ça qu'a montré Elvire en fait. Alors, un chiffre qu'elle n'a pas donné, c'est la retraite moyenne, elle est à 1500 €, pour les hommes c'est 1900, et pour les femmes, vous faites la moyenne, ça fait beaucoup moins, c'est à 1100 €. Voilà, pour les chiffres, ce que ça veut dire. Donc ça, c'est ce que le système public permet de faire. Et comme c'est assez généreux, il n'y a pas de place pour les fonds de pension. Il n'y a pas besoin de mettre en plus dans les fonds de pension parce que les retraites, ça suffit pour remplacer le niveau de vie. Mais dans les autres pays, quand Eli Cohen, pour ne pas le citer, nous explique qu'il dépense beaucoup moins de points de PIB dans les retraites, à 11%, à 10 ou à 9, voire moins, il oublie juste un truc, c'est les dépenses totales consacrées à la retraite, c'est-à-dire ce qu'on a mis de sa poche dans les fonds de pension, ce que les accords collectifs ont mis dans les fonds de pension, et ce qu'on reçoit. Et là, on arrive à peu près au même niveau. C'est-à-dire, si on faisait les dépenses nettes de retraite, comme le fait l'OCDE sur les dépenses de santé, on se retrouverait à des choses tout à fait équivalentes, puisque de toute façon, les gens veulent de la santé, mais ils veulent aussi de la retraite.
Donc là, en fait, ce qui est en jeu, c'est qui est-ce qui prend en charge cette volonté d'avoir les retraites? Est-ce que c'est l'État? Et l'avantage que ce soit l'État, que ce soit un système public, parce que c'est pas tout à fait l'État, c'est que ça peut être redistributif, comme l'a dit Elvire. Alors, c'est redistributif entre les revenus, pour les hommes, ça l'est encore sacrément pas pour les femmes et pour les plus précaires. En tout cas, c'est ça un des enjeux. Là-dessus, ce qu'on peut dire, c'est que clairement, on a vu, depuis un fameux rapport de la Banque mondiale en 1993, des pressions pour faire ce type de réforme qui diminue le taux de remplacement des retraites publiques pour faire de la place pour les fonds de pension. Parce que le rapport de la Banque mondiale expliquait que financer des retraites par capitalisation, c'est immune aux enjeux démographiques, puisque chacun fait sa retraite pour sa propre génération, ce qui n'est pas très compliqué de démonter comme argument, puisqu'en fait, au moment de livrer les retraites, ça dépend de l'état de la démographie. Mais aussi, c'est bon pour financer les investissements dans l'économie. On a besoin d'argent pour financer et donc, au lieu de filer directement de l'argent à des consommateurs, les retraités, il vaut mieux les filer à des investisseurs qui vont investir dans l'économie. Alors, c'est un argument qui ne tient pas complètement pour l'Europe, parce qu'on n'a pas le droit de réserver les fonds pour la France, donc en tout cas, ça sera bon pour l'investissement en Europe, mais c'est un argument qui a été très poussé dans les années 90, et je crois que les décideurs français y ont été très sensibles dans les années 2000, sous Fillon notamment. Vous savez, Fillon avait plus clairement ce type d'objectif dans ce qu'il a fait entre la réforme de 2003 du printemps et ce qu'il a annoncé à l'automne, c'est-à-dire la mise en place de fonds de pension, les PERP et les PERCO. C'est très connu, là, je ne dévoile rien du tout, il était conseillé par Bébéar, qui est de chez AXA, qui était vraiment quelqu'un qui portait ce genre de projet. Je ne suis pas sûr que ça soit, contrairement à ce qu'il se dit parfois, que ce soit au cœur du projet actuel, puisque je crois que les gestionnaires d'actifs, aujourd'hui, ceux qui sont intéressés par les pépettes pour les retraites, souhaitent moins l'argent de tout le monde, parce qu'il y a beaucoup de gens, ils mettent 30 euros, 100 euros par mois, donc c'est pas très intéressant, beaucoup de frais de gestion, etc., que l'argent des très riches. Pas des milliardaires, hein, mais mettons les 20% les plus riches, parce que là, c'est des grosses sommes, donc ça vaut la peine. Donc, je pense que c'est plus ça qui s'est déplacé si on cherche à trouver des motivations du côté de la financiarisation. Et à mon avis, elle était beaucoup plus présente dans le projet de 2019-2020 que dans celui-là, si on peut même lui donner un nom de projet. J'y reviendrai là-dessus. Alors, des comparaisons plus pointues, puisqu'on nous resserre sans cesse les feignants de français, 62 ans, tous les autres, ils vont à 67 ans. Donc le point qu'il est vraiment important de raconter, c'est qu'en France, on a deux âges de départ. Il y a 62 ans. Et 62 ans, c'est quoi? C'est l'âge à partir duquel il ne vous est plus interdit de partir, pour utiliser ton terme. Donc vous pouvez décider de partir, mais c'est à vos risques et périls si jamais vous n'avez pas assez de cotisations. Si vous n'avez pas fait les 42 ans, qui est bientôt 43 ans. C'est quoi les risques et périls? Les risques et périls, c'est que non seulement parce que vous n'avez pas accumulé suffisamment de durée de cotisation, vous aurez une retraite proportionnellement plus basse, c'est la proratisation, mais en plus vous serez puni. C'est-à-dire qu'il y aura une décote. Et la décote, c'est 5% par année manquante ou 1,25% par trimestre manquant. Donc c'est deux pertes à partir trop tôt, et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de femmes, bien qu'elles aient été de ménage ou de métiers très difficiles, qui attendent, pas forcément en travaillant, 67 ans pour ne pas subir cette punition qui fait perdre très vite. Vous avez tous fait des maths, vous savez que 5% par an, c'est pas 5% plus 5% plus 5% parce que vous n'êtes pas à la télé, vous savez que c'est beaucoup plus que ça quand on additionne des pourcentages chaque année. Donc ça, c'est 62 ans. Est-ce qu'il y a des choses comme ça en Europe? Oui, il y a des choses comme ça. En Suède, jusqu'à l'année dernière, c'était pareil, 62 ans, et depuis cette année, c'est 63 ans, c'est-à-dire l'âge à partir duquel vous partez. Mais si vous partez tôt, vous aurez une retraite plus basse, et plus vous partez tard, plus votre retraite sera élevée. En Suède, contrairement à ce qui s'est dit sur Twitter, il n'y a pas un âge à 65 ans. Il y a 63 ans, vous partez si vous voulez. L'âge de 65 ans, c'est l'âge pivot à partir duquel, si vous restez plus que 65 ans, vous commencez à avoir vraiment plus, alors qu'avant vous avez vraiment moins. C'est ça ce qui s'est passé en Suède. Donc il y a d'autres pays, en fait, qui font comme nous. Et la Suède n'a pas de 67 ou 68, etc. Et je vous ai dit, il y a un deuxième âge en France, et vous le savez, c'est 67 ans. Il faut attendre 67 ans pour plus être puni si on n'a pas fait assez de cotisations, pour ne pas avoir de sanctions. Eh bien, c'est quoi le fameux pseudo 67 ans de l'Allemagne? Je dis pseudo parce que c'était sur la carte à Quotidien, vous l'avez sûrement vu, celle à Quotidien où il y avait le fameux Cohen avec
Mickaël, et qui dit « Ah, 67 ans en Allemagne !» Non, c'est pas encore, ça c'est dans 3 ans, 67 ans en Allemagne, là ils sont à 66 ans et demi. Donc ils sont déjà... C'est quoi cet âge? C'est exactement le même, c'est l'âge à partir duquel vous n'avez plus de décote si vous partez. Et la question qu'il faut poser à vos amis qui ne vont pas être d'accord avec vous, puis il y en a peut-être un peu ici dans cette faculté. Si vous voulez les... Non, je ne veux pas faire d'a priori. Hein. Moi je suis à Sciences Po, vous savez, c'est pas mieux. Est-ce qu'il y a des Allemands qui partent avant 67 ans? Posez-leur cette question-là. Tout simplement. Est-ce qu'il y a des Allemands qui partent avant 67 ans? Ben oui, la majorité des Allemands partent à 67 ans, puisque l'âge effectif de départ à la retraite, il est à 65 ans en Allemagne. Donc, ils peuvent partir avant. Qu'est-ce qui se passe s'ils partent avant? Les cotes. Ben voilà, comme en France. Ok. Du coup, c'est quoi la différence? La différence, c'est beaucoup moins cet âge de départ à la retraite que le fait qu'en moyenne, en Allemagne, on part plutôt aux alentours de 64 ans et demi, 65 ans en vrai, et qu'en France, c'est plutôt 63 ans maintenant, dans le privé. Ça, c'est la différence. Et comment on explique ça, ce fameux taux d'emploi des seniors? Comment on explique que les gens restent plus longtemps en emploi en Allemagne qu'en France? Bien, je crois que quand on regarde ce qui se passe dans les mois et les années avant le départ à la retraite, on s'aperçoit que dans le public, les gens partent dès qu'ils peuvent sans décote, donc ça part un peu plus tôt, en fait. Mais dans le privé, c'est pour la moitié des gens dont on parlait, on leur a dit ciao bye, c'est pas eux qui ont souhaité partir. Il y a eu le plan social, il y en a eu un il y a 15 jours chez Orange. Donc le plan social, vous savez comment ça se passe, qui veut partir, on force personne, enfin on pousse certaines personnes. C'est rupture conventionnelle. Vous savez, la rupture conventionnelle, c'est d'éviter d'avoir à licencier, on se met d'accord. Et donc très clairement, on voit que l'âge moyen des ruptures conventionnelles, c'est très tardif. C'est quoi le calcul? L'employeur, il vient vous voir, il vous dit, bon, bah t'as 59, t'as 60, on fait rupture conventionnelle, tu vas passer au chômage, tu vas passer à quelque chose, et ça te permet de tenir jusqu'à la retraite. On fait partir les seniors en France. Et c'est pas les seniors, c'est les employeurs. Ils n'ont pas de politique de maintien des seniors en emploi. Pourquoi? Parce qu'ils disent ils sont trop chers pour moi, je les paye de plus en plus cher, et ils ne sont pas assez productifs par rapport à ce que je les paye. Mais pourquoi ils ne sont pas assez productifs? Parce que les employeurs, ils ont arrêté de les former depuis l'âge de 45-50 ans. Si vous avez 50 ans, vous allez voir un employeur dire j'aimerais bien te former, ben non, t'es trop vieux pour ça. Puis en même temps, il y a le représentant du MEDEF qui va dire il faut travailler jusqu'à 67 ans. Sacré paradoxe. Et puis comme on a cherché à tout prix à faire des économies dans tous les bouts de chandelle pour être compétitif en France, il n'y a pas non plus de formation financée, il n'y a pas de conditions de travail améliorées, il n'y a pas d'investissement dans l'emploi des seniors. D'accord? Ça c'est vraiment l'explication. Et si on veut comparer et dire là où on est mauvais, c'est là-dessus qu'on est mauvais. Et du coup, qui est mauvais? Feignant de salariés ou des entreprises qui ne misent pas sur les salariés. Et du coup, ça amène à quelque chose sur lequel on a travaillé avec Mickaël, avec Clément Carbonnier, qui est la logique fondamentale des politiques économiques et des stratégies de compétitivité en France. C'est quoi? C'est baisser le coût du travail. Hein, ça, vous l'avez entendu, ça fait 40 ans qu'on explique, le coût du travail est trop élevé. Du coup, le gouvernement, il faut quoi? Il baisse les cotisations sociales. Et les entreprises, elles font quoi? Elles rogent les coûts. Comment ils font les entreprises pour rogner les coûts de production? Elles ne peuvent pas trop jouer sur le prix du capital, il est globalisé, elles ne peuvent pas trop jouer sur le prix des matières premières, donc c'est le travail. Okay. Comment on fait pour baisser le coût du travail? On délocalise, on externalise. Alors ce qu'il faut bien comprendre, le processus d'externalisation, ça consiste quand même à dire je veux la même chose que si je te payais, mais pour moins cher. Donc c'est plus moi qui paye, c'est quelqu'un d'autre, mais ce quelqu'un d'autre, je vais lui demander de te payer moins cher. Femme de ménage, gardiennage, etc. Et comment cette entreprise sous-traitante fait-elle? Elle baisse les salaires, pas de mutuelle, pas de vacances plus que la loi, pas de colonie de vacances pour les salariés, etc. Donc dégradation des conditions de travail. Troisième chose, on se débarrasse des plus coûteux, donc les seniors. On n'embauche pas vraiment les jeunes en plus. Parce qu'on dit plutôt, voilà, on s'est débarrassé du plus possible, et ceux qui restent, faut bosser les gars. Hyper productivité. Et c'est ça le paradoxe, c'est qu'en France, on travaille certes 35 heures au lieu de 39 heures, je sais pas quoi, en fait c'est 36 heures et demie en moyenne, on a 5 semaines de congés payés, et vous imaginez pas ce que les Américains, quand on leur dit ça, mais vous êtes dingues, ils ont une semaine à peine, les Américains, donc on fout rien. Oui mais non, quand on bosse,
bosse super dur. Ah oui, c'est logique. Alors en plus, vous avez vu ça sur Twitter, il y en a partout, le nombre d'heures ne cesse d'augmenter en France. D'heures travaillées ne cesse d'augmenter en France. Donc on a déjà le machin. Mais il y a une façon de traiter le travail comme un coût et non pas comme un atout qui nous différencie des Suédois ou des Allemands. Pour les Allemands, il faut produire des bagnoles de qualité qu'on va vendre super cher. Donc j'ai besoin de salariés hyper qualifiés en qui j'ai confiance et dans lesquels je vais investir. Formation, conditions de travail. Dans les pays nordiques, c'est l'ensemble de l'économie qui a besoin de gens hyper qualifiés, qui sont prêts à faire un truc, puis un autre truc 2 ans après si l'économie change, et qui soient solides, confiants, protégés, prêts à y aller du côté de l'innovation. Donc un rapport au travail vraiment très différent. Et pour moi, c'est là qu'on comprend pourquoi les Français sont dans la rue en ce moment. Et les Français, on peut vraiment dire les Français, 90% des actifs dans les sondages d'opinion, donc c'est vraiment énormément, disent non, pas 2 ans de plus. Je suis désolé, mais là, c'est pas possible. Alors, il y a des effets Covid, il y a des effets tout un tas de choses, mais il y a aussi cet effet, c'est pas possible, vu la dégradation des conditions de travail, vu la façon dont on est traité comme un coût, vu la verticalité du management, j'espère qu'il y a ici des gens aussi en économie, management, etc., vu le peu d'implication, de reconnaissance qu'on a au travail, il y aura des questions qu'on fasse. Alors, je vais terminer sur les conséquences politiques de tout ça. D'accord ? Le premier point, c'est qu'on sait dans les comparaisons internationales que parmi les politiques publiques, celles qui laissent beaucoup de traces politiques, il y a indéniablement les réformes des retraites, en tout cas quand elles font beaucoup de bruit. Donc, pour ceux qui ont fait de la science politique, vous savez que c'est un débat en science politique de savoir si l'action d'un gouvernement a des conséquences sur le vote. D'accord ? Parce qu'il y a tellement d'actions du gouvernement, on ne sait pas, puis le vote c'est aussi parce que sa tête me plaît, parce que c'est mon idéologie, etc. Mais ce qu'on peut dire, et par exemple, je vais vous donner un exemple, c'est qu'il y a des actes politiques, des réformes qui laissent des traces, et très clairement, ça a été travaillé. Le plan Juppé de 1995 explique en partie l'échec politique de la dissolution de 1997. Donc il y a un lien. Après, on peut faire la litanie des réformes des retraites qui n'ont pas été annoncées 2010 ou 2014 par ni Sarkozy ni Hollande, et qui ont contribué au moins au sentiment de « il ne tient pas ses paroles, il a changé de camp », pour Hollande en tout cas. Donc ça laisse des traces. Il y a un pays où il est très clair que ça a été plus que laisser des traces, c'est l'Italie. Donc en Italie, vous avez en 2011, très peu de temps après l'arrivée de ce qu'ils appellent un gouvernement technique, une imposition, véritablement l'imposition d'une réforme aussi injuste et brutale, les termes étaient utilisés, que celle-là, alors qui faisait à la fois geler l'évolution des retraites et annonçait qu'il va falloir travailler plus longtemps et très vite. On va le faire tout de suite, c'est-à-dire comme ce qu'on est en train de faire en France. Hein. Ça, je crois que Mickaël ne l'a pas dit, mais ça commence en septembre. En septembre, ceux qui comptaient partir en septembre, ils vont partir en janvier. C'est tout de suite. Elsa Fornero, qui annonce la réforme, elle pleure quand elle annonce, parce qu'elle sait qu'elle est en train de faire un truc dur. Très bien, donc ça c'est 2011. 2018, arrive au pouvoir en Italie, 2 partis qu'on dit parfois populistes, vous avez travaillé là-dessus, les meilleures appellations sans doute, les 5 étoiles, 5 Stelle et la Lega, et ils ont dans leur plateforme, et ils l'ont mis beaucoup en avant dans la campagne, le fait de remettre en cause la réforme qui avait été imposée. Donc on peut argumenter le fait que ça a des conséquences. Et ça a des conséquences vers l'extrême droite. Mauvaise nouvelle pour un certain nombre, mais ça se voit. Et pourquoi, si la réforme passe en France, j'ai déjà écrit, et je vais réécrire, qu'à mon sens, ça aura des conséquences pour nourrir plus de votes pour l'extrême droite. Qu'est-ce qui alimente les partis anti-système, les partis extrémistes, d'extrême droite, qu'on voit fleurir partout, hein, pas que en France, vous le savez bien. Premier argument, très utilisé, ils nous mentent. Alors, à cause de lui, maintenant, ils savent qu'ils nous mentent. C'est bien aussi qu'il y ait un débat public pour relever les choses. En tout cas, pour l'instant, c'est prouvé, puis visiblement, ils sont bien enfoncés. Donc, 1. 2. Ils ne se préoccupent pas de nos problèmes. Donc, toutes les études sur la défiance politique, sur la montée du populisme, les partis anti-système, etc., c'est ces gens, ils et nous, et ils ne se préoccupent pas de nos problèmes. Faire passer une réforme, quoi que disent
les sondages, quoi que disent le nombre de personnes dans la rue qui restent calmes, sans violence, etc., c'est vraiment typique de « ils ne se préoccupent pas de nos problèmes, ils n'entendent pas ce qu'on dit ». Troisième, si on regarde le profil socio-économique de ceux qui sont le plus impactés sans compensation, et Michael l'a très bien dit, donc il y a des compensations pour les plus modestes. D'accord ? Il n'y a pas de compensation quand on démarre à décile 3, décile 4, c'est ça, à peu près 4-5. Et bien, moi j'ai fait des travaux en montrant que là où on trouve le plus de risque, de probabilité de vote pour l'extrême droite, c'est une courbe de Gauss, donc c'est décile 3, 4 et 5, lower middle class. C'est les menacés, ce que j'appelais les perdants de la mondialisation, enfin des choses. C'est pas les plus pauvres. D'accord ? Donc là, on est dans la cible. Et je le rappelle, la cible, elle va être touchée en septembre, et puis c'est 6 mois en 2024, c'est 9 mois en 2025 pour aller vite, mais d'ici 2027, ça va faire un sacré nombre de personnes qui vont être directement impactées. Donc avant de mettre le bulletin en 2027, ils auront été touchés par la réforme des retraites. Et puis le dernier point, et je m'arrêterai là-dessus, c'est un doctorant de Sciences Po, Paul Wagner, qui montre bien, il a fait des observations en Autriche auprès d'ouvriers pour essayer de comprendre qu'est-ce qui nourrissait leur ressentiment qui les amenait à voter pour l'extrême droite. Il a découvert, c'est vraiment une découverte parce que c'est pas quelque chose qui est bien connu actuellement en littérature, que c'est la dégradation du travail, de ce qui se passe au travail, qui nourrit le ressentiment. Donc ça, il a vraiment extrêmement bien travaillé. Et deux choses dans le sentiment de dégradation du travail, c'est le sentiment d'être traité comme un pion, de ne pas être reconnu, ce que je vous disais tout à l'heure, être traité comme un coup, et deux, l'absence de collectif de travail, ne plus se sentir là. Et ça, c'est très lié à du management vertical, typique de la France. Voilà, je termine sur une note un peu inquiétante, pas vraiment super positive. J'espère que ça peut nous motiver, j'espère que ça motivera et fera réfléchir d'autres gens de la responsabilité qu'ils sont en train de prendre à être persuadés qu'il faut absolument que cette réforme passe, parce que s'il en va de votre retraite, disent-ils, etc. Il en va aussi des résultats aux élections en 2027. Merci pour votre attention. Merci beaucoup à tous les trois. J'aurais peut-être dû rester à vos côtés pour pouvoir vous faire passer des petits papiers vous notifiant le temps qu'il fallait respecter. Bon, on avait aussi commencé un petit peu en retard. Donc malheureusement, le temps a filé trop vite, mais j'aimerais vivement que nous permettions à cette assistance nombreuse de poser des questions. Et donc, je vous propose qu'on prenne plusieurs questions d'affilée, un bouquet de questions, pour pouvoir essayer quand même d'ouvrir au maximum la discussion avant que les appariteurs ne viennent nous demander de sortir de la salle. Voilà. Bonjour, merci à vous trois pour vos présentations. Je voudrais savoir très rapidement, est-ce que vous pouvez nous informer sur les conséquences sur la sécurité sociale et s'il va y avoir des impacts avec les incapacités, les invalidités, et est-ce que ça pourrait justifier plus tard, si ça creuse la sécurité sociale encore un peu plus, d'autres réformes sur la sécurité sociale? Merci. Bonsoir. Peut-être que cette réforme n'est pas la bonne et c'est ce que vous nous avez prouvé pendant toute cette présentation. Mais la question c'est comment faut-il réformer le système des retraites, parce que c'est quand même peut-être un enjeu aujourd'hui de le faire. Voilà. Bonsoir, merci beaucoup. Je voulais pouvoir profiter un peu de l'expertise d'économistes, notamment pour revenir sur le régime de pénibilité qui, si je ne me trompe pas, est finalement plutôt récent. Il ne date que de 2014, et la réforme Touraine, sauf erreur de ma part. Il a été quasiment démantelé en 2017 par Emmanuel Macron, et aujourd'hui, sauf erreur de ma part encore une fois, l'un des arguments étant que cette réforme-là en 2023 va remettre des critères pourtant supprimés en 2017 par le même Emmanuel Macron. Simplement revenir peut-être à la fois sur le côté de l'aspect du progrès du régime de pénibilité en 2014 et sur les conséquences de la réforme actuelle sur ce même régime. Merci beaucoup.
Monsieur Pallier, vous avez dit qu'on ne faisait pas peser les efforts sur les retraités. Dans quelle mesure est-ce que vous pensez qu'on devrait faire peser les efforts sur eux? Par rapport au fait que les partis d'extrême droite profitent de ce genre de réforme, est-ce que vous avez des hypothèses sur pourquoi les partis dits de gauche radicale n'en profitent pas autant? Moi j'avais une question concernant les fonds de réserve, puisque j'ai cru comprendre qu'il y avait un fonds de réserve créé par Jospin où il y avait 30 milliards d'euros. Et je crois aussi qu'il y a la caisse d'amortissement de la dette sociale, enfin plein de dispositifs avec des milliards, des milliards et des milliards d'euros qui permettraient de ne pas faire cette réforme. Est-ce que vous pourrez nous éclairer sur ça, s'il vous plaît? Merci. Je pense qu'on a assez de questions. Bonjour, Muriel Roger, je suis économiste à Paris 1 et je travaille sur les retraites. Et donc je vais juste prendre le micro de façon transitoire pour répondre à la question sur la pénibilité. Donc effectivement, dans la réforme, un certain nombre des critères qui avaient été sortis vont être remis dans les comptes pénibilité, mais il n'y a pas d'avancée qu'on pourrait qualifier de majeure pour les personnes en situation de handicap ou de pénibilité. Au mieux, ils ne seront pas touchés par la réforme et donc ils vont rester dans la même situation. Et pour les critères qui vont être remis, si je ne me trompe pas, ils vont servir à abonder un fonds dont une partie des utilisations ne sont pas connues aujourd'hui puisque ça sera donné par décret ou ordonnance. Donc on n'a pas d'information aujourd'hui sur le fait que cette réforme pourrait être une avancée majeure sur ce domaine-là, mais plutôt de gros doutes sur le fait que les avancées touchent plus que très peu de personnes et sur 3 fois rien. On va se partager un peu les réponses et puis on n'aura peut-être pas tous les mêmes éléments à vous donner. Moi, je voudrais juste dire un petit mot sur la première question, l'impact des dépenses sur les dépenses de sécurité sociale autres. Et puis dans la question, je pense qu'on peut aller même au-delà sur l'ensemble des dépenses de protection sociale. Je vais laisser Mickaël répondre dans le détail, mais je voudrais simplement profiter d'avoir un bel amphi devant moi pour rappeler que pré-Covid et ce depuis 2017, le système de protection sociale français était non pas en déficit, mais en excédent. Et en excédent de plus en plus important sur les 2 dernières années avant Covid. Alors évidemment, si vous regardez les courbes, vous allez voir qu'avec le Covid, il y a un trou énorme, un déficit très important, déficit 2 fois plus important que celui qu'on a eu par exemple en 2010, au moment de la crise, l'impact de la crise de 2008 qui arrive en Europe, et qui s'est résorbé de lui-même, puisque c'est le principe de la protection sociale, des stabilisateurs automatiques, à partir de 2016, pour repasser en excédent. Donc en termes de déficit, et je ne parle pas de dette, hein, mais de flux, en termes de déficit, il y a des vases communicants, mais si on regarde l'image globale, il faut quand même un peu dédramatiser tout ça. Voilà, je voulais simplement faire ce petit rappel, mais Mickaël, tu peux répondre plus précisément. Sur ce qu'on appelle les effets de déversement, c'est-à-dire qu'on ne paye pas de retraite, mais on va payer d'autres choses à la place. Ça va coûter moins cher parce que c'est moins protecteur en chômage, 94 000 personnes de chômage en plus, donc je sais plus, ça doit être quelque chose comme 2 milliards. Ça va coûter en RSA, en ASS, le chômage de longue durée moins protecteur. Ça va coûter aussi probablement en maladie et accident du travail, ça j'ai pas les chiffres, c'est sûr. Pas en invalidité, parce que les personnes vont continuer à partir à 62 ans. Donc il y a des effets de déversement qui ne sont pas bien documentés dans le texte de loi, mais qui ne font pas qu'il n'y a pas d'économie. Ça fait moins d'économies de ce côté-là. Par ailleurs, la réforme génère d'autres économies, parce que les gens qui restent en emploi vont payer plus d'impôts et plus de cotisations. Donc l'équation globale de la réforme génère bien des économies, sinon elle ne serait pas faite.
des économies assez importantes, mais surtout concentrées sur un petit nombre de personnes, puisque dans les 10 premières années, c'est les personnes aux portes de la retraite dont parlait Bruno qui supportent toutes ces économies. Est-ce que ça prépare d'autres réformes de la protection sociale? On pourrait presque voir les choses à l'envers. La réforme dure sur l'assurance chômage, par avance, réduit les dépenses de chômage, éventuellement en prévision d'une augmentation des dépenses de chômage liées à la réforme des retraites. Donc ça, sur les effets des versements. La deuxième question sur les réserves. Pour faire simple, il y a des réserves dans plein d'endroits, beaucoup dans les caisses de retraite complémentaires, une centaine de milliards. Je crois que le total des réserves de l'ensemble du système des retraites, c'est de l'ordre de 200 milliards, c'est-à-dire moins d'une année de réserve. Ces réserves, elles ne sont pas faites en général pour servir. Le fonds de réserve des retraites qui avait été créé par Lionel Jospin, il a été en partie réduit pour payer en remboursement anticipé la dette sociale. Ce qu'il faut retenir, à mon avis, de ces réserves, la chose principale, c'est que c'est un argument supplémentaire pour dire que le système n'est pas en faillite. C'est-à-dire quand vous avez 3% de déficit et des réserves de presque un an, vous ne pouvez pas dire qu'il y a le feu, c'est impossible. Après, le système des retraites, vous avez plutôt envie de l'équilibrer en flux et pas de puiser dans vos réserves. Et ça veut dire que vous avez le temps de réfléchir facilement et sans vous mettre en danger. Et ça m'amène à la question des réformes alternatives. J'ai envie de dire qu'il y a 3 niveaux de problème. Il y a le facile, le moyen et le difficile. Le facile, c'est le déficit. Réellement et sans se payer de mots, trouver 12 milliards à l'horizon de 2027, ce n'est pas un gros défi pour le ministère de l'économie et des finances. Il relève des défis bien plus importants. Ça ne veut pas dire que c'est gratuit. Donc ça peut être par une légère hausse des cotisations. Alors si vraiment c'était les cotisations salariées, ce serait 0,8 points de cotisation à l'horizon de 2027. Ce n'est pas des sommes considérables, c'est moins que les hausses de complémentaires santé dans les dernières années par exemple. Mais c'est quand même de l'argent. Ça peut être en réduisant les exonérations de cotisations employeurs sur les plus hauts salaires, là où elles sont le moins utiles. Ça peut être en ralentissant le remboursement de la dette sociale qui prend beaucoup de ressources de la CSG. Bref, trouver 12 milliards, selon y compris vos préférences politiques, vous pouvez les trouver à plein d'endroits. Thomas Piketty dit 2% de taxation sur les 500 plus grandes fortunes. Henri Sterdignac vous dit il y aura moins de chômage, donc il y aura un excédent, on peut récupérer de l'argent de ce côté-là, si on croit le gouvernement, etc. Bref, résoudre le déficit, c'est pas un souci. Et en aucune façon, on peut déduire des analyses du déficit qu'il faut faire cette réforme-là, dans ce calendrier-là, uniquement concentré sur l'âge. Mais une fois qu'on a dit ça et qu'on a résorbé le déficit tranquillement et sans se presser, il reste des problèmes. Et d'ailleurs, c'est une image marquante de cette mobilisation, c'est qu'aucune des organisations syndicales ne défend le statu quo. Tout le monde dit, et d'ailleurs, dès le début des concertations, qui n'ont jamais vraiment eu lieu, les organisations syndicales disaient on a des propositions pour améliorer le système. Sur les inégalités femmes-hommes, qui sont un des gros problèmes, pas spécifiquement français, mais qui sont un des gros problèmes. Sur l'absence de revenu minimum garanti, c'est pour ça qu'il y a eu un scandale aussi sur les 1200 €. C'est que c'est une vraie bonne idée, un revenu minimum garanti. Et qui existe dans d'autres pays et qui pourrait résoudre certaines inégalités, et notamment une partie des inégalités femmes-hommes. On a un minimum vieillesse, mais qui n'est pas au même niveau et qui est moins protecteur, et qui est familialisé. Donc ça, et puis aussi la situation de ce qu'on appelle les polypensionnés, des gens qui ont plusieurs carrières, un peu de public, un peu de privé, et pour qui le niveau de retraite peut être très erratique, des fois très favorable, des fois très défavorable. Donc on a au moins ces 3 choses-là qu'il faudrait régler avec un peu d'ambition, un peu de moyens, qui ne serait pas très difficile si on faisait un audit du système tel qu'il ne marche pas. Il fait plein de choses très bien, mais il a des problèmes. Et puis le problème difficile, c'est celui dont parlait Bruno tout à l'heure, c'est que il n'y a pas besoin de faire une réforme pour introduire les fonds de pension, parce que si on ne fait rien, ils vont venir tout seuls. C'est-à-dire qu'on va dire aux personnes de votre génération, ou un peu plus âgées, préoccupez-vous de votre retraite, mettez-le de côté, sinon votre retraite ne sera pas suffisante, il faut de la capitalisation. Et donc la question intéressante et difficile, c'est à l'horizon de 20 ou 30 ans, qu'est-ce qu'on veut faire de la retraite? Est-ce qu'on veut garder la spécificité française où les retraités ne vivent que de leur retraite? Si oui, avec quel niveau de vie? Est-ce qu'on laisse la dégradation prévue ou est-ce qu'on l'enraye au moins partiellement? Et quels moyens on y met et à quel âge? Et pour ça, il faut programmer, pas un niveau démentiel de ressources, mais un relèvement progressif des ressources à 15 ou 20 ans. Ou alors, on choisit de ne pas le faire, et auquel cas, il faut distribuer des brochures de retraite par capitalisation à la sortie des amphis, mais avec les risques dont parlait Bruno, d'inégalité entre cotisants.
Merci. Alors, la question des réformes alternatives, ma réponse toute faite, c'est de dire Macron dit c'est la mère des réformes, et pour moi, ça doit être la petite fille d'autres réformes. C'est-à-dire que si on faisait en sorte qu'on ait de meilleurs emplois, mieux rémunérés, ça fait plus de cotisations et plus d'impôts, et ça on sait faire, c'est plus de formation pour plus de gens, de l'investissement dans la recherche et développement, donc essayer de monter en qualité notre économie française, qui n'est pas terrible du point de vue de la qualité. C'est ce qu'on a écrit avec Clément Carbonnier autour d'une économie de la qualité, de l'investissement social, et plus particulièrement l'emploi des seniors. Si on arrive à augmenter le taux d'emploi des seniors, non pas en les forçant à le faire, mais en rendant cela souhaitable et souhaité par les seniors, donc formation, conditions de travail, etc. Là, vous avez aussi plus de cotisations sociales. Pour ce qui reste des retraites, les grands enjeux, c'est les inégalités hommes-femmes, c'est le minimum, c'est des choses comme ça. Et c'est aussi la mise à contribution des retraités. Donc j'aborde le sujet touchy. Vraiment, on s'engueule, c'est le moment où on s'engueule avec Mickaël. Donc je voudrais juste vous poser une question rhétorique. Est-ce que vous êtes pour taxer les riches ? Il se trouve que si vous regardez les classes d'âge, la classe d'âge la plus riche de France, c'est les retraités. Voilà. Il se trouve que c'est ça. Donc là, je ne parle pas des milliardaires, mais les milliardaires, ils sont aussi âgés. L'âge de Bernard Arnault, etc., non pas Xavier Niel, mais la plupart d'eux. Et il se trouve que ces riches-là, les retraités, je ne parle que des riches retraités, je ne parle pas de tous les retraités, je parle des riches retraités, il se trouve qu'ils payent moins d'impôts que les autres. Ils payent moins d'impôts que les autres. Lequel ? La CSG. Ils ont droit à un taux de CSG inférieur à celui des autres. Simplement, ceux qui touchent plus de 2000 € par mois, vous allez dire, mais 2000 c'est pas beaucoup, en fait, regardez, ça fait pas grand monde en fait, qui vit avec plus de 2000 € par mois, ils payent moins. Moi, je trouve ça pas juste. Voilà. Donc, je sais que c'est. J'ai essayé de le dire sans me faire lyncher, mais voilà, il y a une marge de manœuvre. Je sors par là avec une cagoule. Voilà, il y a un autre truc, si on veut faire un peu des démagos, il y a tous les retraités donc, qui payent des impôts, donc c'est la moitié la plus riche des retraités, bénéficient d'un abattement fiscal de 10% pour frais professionnels. Voilà, il y a des trucs un peu bizarres. Et ces trucs bizarres, ils sont bizarres aujourd'hui, ils s'expliquent très bien historiquement. Ça a été tout ça décidé dans les années 70, la période que je mentionnais tout à l'heure, c'est-à-dire quand les vieux étaient pauvres. Et donc on a fait plein de choses pour eux, y compris les baisses de prix sur les tickets de cinéma, de vacances, etc. Mais est-ce que cet héritage est juste ? Alors, moi, je sais que là, il va bientôt me sauter dessus, mais n'importe, on a l'habitude. Le problème, c'est vous quand même. Vous, en tant que jeune, un taux de pauvreté 3 fois supérieur à celui des retraités. Et vous le savez bien que les vieux, en soi, ne sont pas égoïstes, puisque vos grands-parents vous font un chèque. Et c'est le problème du système social français. C'est le problème du système social français, c'est qu'il a socialisé la solidarité des actifs vers les retraités. Donc ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est complètement public. D'accord ? C'est mais par contre, la solidarité des plus âgés vers les plus jeunes, donc vers les enfants, mais vers vous, les jeunes, elle est purement familialisée. Donc il y a Tom Chevalier, que certains connaissent, qui est sorti parce qu'il a un autre truc à faire, mais qui l'a bien montré. L'État-providence pour les jeunes, il n'est pas là. Il dit demandez à papa-maman. Et du coup, papa-maman et les grands-parents, ils sont super géniaux, ils s'occupent de vous. Mais grands-parents riches, gros chèque, grands-parents pas riches, petit chèque. Multiplication des inégalités si on socialise pas. Donc voilà, c'est la question sur les retraités. Sur la gauche radicale, parce que c'est quand même une question importante, si vous regardez la sociologie électorale, les déciles 3-4, là, les classes moyennes, c'est pas une cible politique. Alors, avant que Ruffin ne parle, on va dire ça comme ça, parce que maintenant, lui au moins il a compris, il parle de ça, du travail, des conditions de travail, de la reconnaissance, etc. Mais clairement, c'est ni dans ceux qui votent pour la gauche radicale, ni dans les cibles, c'est-à-dire de ceux à qui on cherche à s'adresser, alors que c'est très clairement dans une des cibles, puisqu'il y a l'autre cible des petits commerçants et artisans traditionnels du sud du Rassemblement national, mais au nord, c'est clairement la cible. Et donc, voilà, vous voyez, qu'est-ce qu'il reste à faire ? Il y a la possibilité de se demander de quoi ces gens souffrent-ils, conditions de travail, santé dégradée, perte d'horizon. Enfin, vraiment, il y a tout un tas de choses, mais il se trouve que pour l'instant, c'est Trump, c'est Orban, c'est Le Pen qui en parlent. Donc l'enjeu, c'est est-ce que d'autres peuvent en parler. Voilà.
il y a un truc qui est super important, il me rappelle de le dire, parce que ça, j'arrête pas de le dire maintenant. Si vous écoutez bien les journalistes, on va dire de France Inter, quelque chose comme ça, là, du matin, donc ils n'osent pas contester Mickaël, enfin ils sont un peu... donc ils ont compris que l'opinion elle est vraiment importante. Ils ne veulent pas aller à rebours de l'opinion, mais ils utilisent sans cesse un argument, et Demorand il l'a refait ce matin, qui est de dire oui mais les Français sont résignés donc ça va passer. Ok ? Et je pense que c'est extrêmement important de dire si ça passe, soyons conscients de toutes les conséquences, et de le faire savoir à ceux qui vont prendre ce genre de décision, qui seront responsables, et que l'histoire politique française, CPE, Plan Juppé, et quelques autres, peut montrer que c'est encore possible. Et même si le 16, il y a du vote, en tout cas, la signe possible. Moi, je l'ai dit à SFDT, en face, il faut y croire. Voilà. Merci beaucoup, merci infiniment à toutes et à tous d'être venus ce soir à cette conférence. Merci évidemment à nos 3 intervenants et intervenantes d'avoir accepté de participer à cette conférence un peu au débeauté parce qu'elle s'est organisée très rapidement en quelques semaines. Je n'ai qu'un seul regret, c'est que nous ne puissions pas rester encore une demi-heure pour poursuivre les débats parce que je suis sûre qu'il y aurait eu d'autres questions dans l'assistance. Et je voudrais remercier mes collègues aussi, parce que c'est moi qui parle, mais en fait on est plusieurs pour le CERSA à avoir participé avec les étudiants à organiser cette conférence, et aussi un petit clin d'œil à Elodie Georgievich, notre collègue philosophe de l'Institut Michel Buet, qui a fait beaucoup pour l'organisation de cette conférence, et qui malheureusement ne peut pas être avec nous aujourd'hui parce qu'elle réside en province et que elle est bloquée, il n'y a pas de train, mais qui nous a suivis très discrètement via un petit Zoom privé qu'on lui a ouvert spécialement pour elle, pour qu'elle puisse quand même suivre les débats. Voilà, merci à toutes et à tous.